What do you do, baby? Yes, we did it! We did it! 100 podcasts, man! Shit! A lot of work, man! 100 podcasts, guys! Je suis ému parce que on s'est rendu, puis on n'avait pas d'objectif d'avoir 100 pods là avec Bruno, puis Bruno, on se parle à tous les jours sur le podcast, sur comment l'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire, comment le rendre mainstream, comment qu'on peut augmenter le nombre d'écoutes, c'est quoi la stratégie sur les réseaux sociaux, puis Bruno, c'est un homme exceptionnel, le partenaire du pod, mais dans la vie, point, c'est une personne que j'aime profondément, puis que j'aime avoir des discussions avec lui, puis que après chaque discussion on dirait que je grandis, je deviens un adulte, mais je suis tellement choyé qu'on soit rendu à 100. C'est grâce à vous, c'est grâce à yo, on dirait que je suis emotional. Je suis pas emotional, je cherche mes mots. Mais non, mais je trouve ça spécial, guys. On a parti le pod, c'est un projet de cœur, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment faire, puis les gens, depuis day one, vous avez été derrière nous. Wow! Depuis day one, vous avez été derrière nous. Tu sais, on dit souvent c'est le pod du peuple, mais c'est le pod du peuple. Vous nous avez demandé des invités, on vous les a donnés. On a travaillé fort, day in, day out, weekends. Bruno qui fait la post-prod tout le temps, qui m'envoie des versions 2, des versions 3 des fois pour s'assurer que ce soit la meilleure version qu'on vous donne, parce que c'est à la maison. Les trois sexes, le studio... Mathieu Brutus qui fait la musique, les gens qui nous endurent, tout le monde, vous êtes tellement, mais tellement exceptionnels. On grandit ensemble sur ce podcast-là. On apprend des choses, que ce soit le podcast sur la communauté LGBTQ+, sur le racisme, sur les différents invités qu'on a eus. On rit ensemble, on pleure ensemble, on le fait ensemble. Puis c'est le mot qui me tient le plus à cœur, c'est ensemble, parce que on n'avait pas comme on a eu TD un épisode, mais à part ça, on n'a pas eu de commanditaire. Tu sais, c'est vous qui avez acheté des tasses au début du pod, des foot tasses à 8$ pour s'assurer qu'on puisse avoir un meilleur équipement, puis peut-être un studio, puis vous continuez à acheter du gear sur le zonekr.ca sans restriction, vous achetez du gear sans restriction, vous arrêtez pas, vous continuez. Puis je trouve ça tellement beau que vous avez pris ce petit projet-là d'un gars qui, oui, il fait de la TV, il fait ci, il fait ça, mais que c'est fucking épeurant de partir son propre podcast, parce que si tu quittes en plein milieu, c'est un échec, puis c'est tellement pas facile l'échec, mais vous avez tout fait en sorte pour me donner confiance en ce projet-là, pour me donner confiance en moi dans mes entrevues, mais aussi en général. Quand vous m'arrêtez puis que vous me dites « Hey, j'aime ce que tu fais », puis que moi je pense que c'est le travail que je fais à la télé, mais que non, vous me dites « What do you do, baby », vous savez même pas à quel point c'est beaucoup pour moi. Quand je vois vos messages passer sur les réseaux sociaux, puis que des fois je me dis je vais répondre tantôt, puis que j'oublie, puis que j'ai l'air du biggest piece of shit, mais guys, c'est parce que j'ai oublié, mais je l'ai vu, puis ça m'a fait du bien. Merci de nous suivre, puis là en ce moment notre 100e, puis à la fin on va annoncer notre tradition, parce qu'il faut que ça devienne une tradition. Laurent Duvernay-Tardif sur le pod. Je savais que Laurent, je le voulais dans mes premiers. Puis plus les choses avançaient, plus je le voyais comme mon 100e. C'est quelqu'un que j'ai tellement de respect pour. C'est quelqu'un que je vais toujours être là pour lui, que je sais qu'il va toujours être là pour moi, que j'aime. Point. Je l'aime. J'aime Florence, sa blonde, Marlo, sa meilleure amie, So, la sœur de Flo, Sacha, tout le crew, Charles, Steph, tout le monde, je les aime. Je trouve que c'est tellement une belle gang, puis que je veux juste qu'ils m'acceptent dans la gang, parce que je me sens comme t'es à l'école, puis t'as comme le groupe des cools, puis que tu veux juste faire partie du groupe des cools, parce que t'es admires un peu de loin, de par tout ce qu'ils font dans la vie pour la communauté, puis tout. Puis si tu pouvais être un petit peu plus selfless comme ça, tu pourrais faire plus de choses, c'est ce que je me dis tout le temps. Donc d'avoir l'eau sur le pod, puis de parler de... Puis là, l'intro est longue, je m'excuse, l'intro est longue, my bad. Je m'étais dit on va faire l'intro le moins long possible pour qu'on ait vers le pod, mais là je parle avec mon goddamn cœur. My bad. Je parle avec mon cœur, je dis que j'aime les gens, on se dit pas assez qu'on s'aime. Je vous aime toutes. Tous ceux qui suivent la page sur Instagram, 4000 kek, that's a lot. On est un des pods qui en a le plus. On prend du temps de mettre tous les réseaux sociaux, puis de faire des memes, puis de mettre des trucs dans la story, puis tout le temps vous répondez. Même dimanche matin, vous répondez.
Vous êtes exceptionnels. Je vous aime. Puis on a fini de lancer des fleurs parce que j'ai tout le temps, quand il y a plus de fleurs dans le pot, il lance le pot. Fait qu'on va laisser des fleurs dans le pot. Puis on va aller écouter ma mène Laurent Duvernay Tardif. Mais je veux juste encore une fois vous dire merci. Je vous aime. 100e podcast. Let's go! Yeah! Aujourd'hui, j'ai 2 chapeaux pour la 100e. Aujourd'hui, j'ai le chapeau de, le patinet qui interview, Kevin Raphaël, mais j'ai aussi le chapeau de Bruno, partenaire du pod, qui peut pas être là aujourd'hui, mais je vais essayer de tout faire en sorte pour que le son fonctionne, pour que tout fonctionne, parce que mon invité, écoute, c'est ma man, c'est ma brother, je l'aime comme un brother, comme un frère. Ce gars-là, c'est quelqu'un qui, vous savez qu'il gagne des Super Bowls, puis qui soigne des gens malades, puis qui c'est ça. Mais on a découvert qu'on a joué contre au cégep, sans le savoir, mais on a quand même joué contre au cégep. M'amène Laurent Duvernay Tardif, comment tu vas? Ça va bien toi, man? De toutes tes réalisations, est-ce que tu sais que la plus importante, c'est le fait que tu sois le 100e pod? Ouais, non, je m'en doutais qu'on s'en venait pas ici pour parler de Super Bowl puis de médecine. On s'en venait ici pour parler de mes vrais défauts puis de des vraies affaires. Fait que je sais dans quoi je m'embarque aujourd'hui. Mais premièrement, avant toute chose, là, comment tu vas? Parce que ça, je te demande ça. On a commencé le pod le 19 mars 2020, puis la première question naturelle que je posais à tout le monde, c'est comment ils vont avec la pandémie. Toi, t'es allé sauver des gens dans des CHSLD. Comment tu vas en ce moment? Là, on est le 1er mars. Là. Écoute, ça va bien. J'ai vraiment ralenti la cadence en CHSLD. Je te cacherai pas. L'établissement où je travaille est devenu comme une zone verte. Fait que là, on a arrêté d'avoir des nouveaux cas, ce qui est une très bonne chose. Puis ça a aussi fait en sorte qu'il y a plus d'effectifs qui sont disponibles là, parce que les gens ont pas à respecter les quarantaines parce qu'il n'y a pas de zone rouge, de zone verte, de zone jaune à l'intérieur de l'établissement. Fait que bref, ça donne un petit peu plus de lousse, puis aussi ça tombe bien parce que c'est le début de la saison morte là, pour tous les joueurs dans la NFL, donc ça veut dire que pour moi c'est le temps aussi de mettre les bouchées doubles pour l'entraînement. Fait que j'ai comme refocusé un peu mes priorités là, vers l'entraînement puis être prêt pour la saison prochaine. Est-ce que, parce que moi je vois tes photos Instagram, là, tu t'entraînes dehors dans la neige, là je vois neige, pluie, eau, ouragan, tu t'en fous, tu t'entraînes. Mais non, mais là, mais déjà que tu fais tout ce que tu fais, puis après ça, tu fais en sorte que moi, je me sens mal de pas m'entraîner dans mon sous-sol sur mon elliptique, là. Tu fais exprès. Mais écoute, si j'avais un sous-sol de 9 pieds d'eau, j'aurais mis ma cage à squat dans mon sous-sol, no doubt. Mais là, à cause de la réalité des appartements montréalais, c'est impossible pour moi. Fait que c'était dehors ou rien, parce que en fait, les gyms sont fermés depuis 3 mois maintenant? 4 mois? 100 mois. Ça n'a aucun sens. Puis oui, les athlètes olympiques ont le droit de s'entraîner dans les centres comme le Stade olympique, Claude Robillard, etc. Mais moi, avec ma présence en CHSLD, ça a été un peu un non-sens d'exposer et les gens du CHSLD et les athlètes qui se préparent pour Tokyo. On va cogner du bois que Tokyo arrive. Fait que moi, je me suis dit, il faut que je m'arrange par moi-même. Puis tous les athlètes aux États-Unis, tout est ouvert, les gyms sont ouverts avec leurs entraîneurs, avec leurs coéquipiers. Fait que on dirait qu'il fallait que j'avais pas d'excuses, mettons, pour pas m'entraîner puis d'être au sommet de ma forme là, quand je retournerai à Kansas City. Mais est-ce que t'es le plus en forme que t'as jamais été? Parce que là, on s'entend, t'as pas pris de coup, là. T'as pas pris de coup pendant 1 an. Fait que est-ce que tu te dis, tu sais quoi, là, c'est l'autre Laurent, là. Tu parles du foot comme de la boxe ou de la lutte. mais non, t'as raison, man. J'ai jamais, je me suis jamais senti aussi bien. Puis tu sais, je suis peut-être pas le plus fort que j'ai jamais été parce qu'évidemment, tu sais, 7 ans dans la Ligue nationale, c'est difficile de maintenir ta forme de je dis quand j'étais jeune, mais tu sais, je viens juste d'avoir 30 ans, mais quand même, tu comprends ce que je veux dire. Mais il reste que mon corps se sent tellement bien, tu sais, mes chevilles, mes genoux, mes poignets, tu sais, toutes les articulations qui mangent les coups, comme tu dis, là, sont vraiment plus en forme qu'ils étaient. OK, j'ai une question pour toi, parce que bon, moi je suis un joueur de ligne défensive. Hein, je suis un joueur de ligne défensive. Toi, t'as commencé les joueurs de ligne défensive, puis après ça, tu t'es rendu joueur de ligne offensive. Maintenant, quand t'es à Kansas City, puis il neige, puis il fait froid, puis comme le froid est terrible. Est-ce que tu fais partie des O-line qui disent « Moi, je mets pas de manche juste parce que je fais partie des O-line ». Ah, là, tu sais la réponse. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Hey, tu le sais, ça fait quoi? Ça fait 15 ans que tu coaches ligne défensive. Ouais. Le football, c'est plus que juste un sport de forme physique puis de technique. C'est aussi un sport de mental. Puis quand t'es capable de... Tu sais, le non-verbal, c'est tellement quelque chose de puissant.
Puis moi, je travaille avec un psychologue sportif, puis je regarde tout le temps les moments dans une game où est-ce que je suis le plus découragé. C'est tout le temps les moments où est-ce que l'adversaire devant moi se tient droite comme une barre, puis il a l'air fier, tu sais, puis ça a l'air de rien, mais je me dis, moi aussi, je suis capable d'imposer ce mindset-là à mon adversaire juste par la manière que je me tiens, par la manière que j'agis sur le terrain, outre à l'extérieur des jeux. Là. Puis depuis que j'ai commencé à faire ça, là, je te dirais que les choses ont commencé à vraiment mieux aller pour moi. Fait oui, ça a l'air un peu stupide de pas mettre de manche, mais en même temps, quand toute ta ligne offensive met pas de manche, on voit la buée qui sort sur les lignes de mêlée, puis crime qu'on a l'air méchant, moi, je trouve. J'aimerais pas ça être un D-line. Je vous haïs, là, je vous haïs. Parce que moi, je me rappelle la première game de foot que je joue, qu'il y a une tempête de neige. Là, je vois tout le monde ne met pas de manche. Je dis, yo, moi, je suis one of the boys, je mets pas de manche. J'ai jamais eu autant frette que ça dans toute ma vie, là. Pour vous donner une idée, là, aller pelleter dehors sans bottes en chaussettes. C'est comme ça que je me sentais le froid que j'avais, là. Toi, y a-tu un moment... Demandez à votre ami de prendre un petit vaporisateur puis mettre la brume sur vous au fur et à mesure. Ouais, exact! Mais y a-tu un moment à Kansas City que t'as fait, yo, tu sais quoi? En ce moment-là, il fait trop froid. J'ai besoin de thé. Eh ben, en fait, man, on a joué une game à Kansas City, je me rappelle, c'est contre les Titans du Tennessee. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Il faisait moins 24, OK? Le terrain était gelé. Puis là, 2 heures avant la partie, ça, c'est l'autre belle affaire. C'est que toi, tu joues au foot, pas de manche. Mais quand t'es ces lignes de côté, t'as pas de manche, t'as pas de chaufferette, t'as pas rien. Tu sais, nous, il y a quand même un petit luxe, je te dirais. Là. T'as pas de manche sur le terrain, mais après ça, c'est 5 étoiles, le service. Mais 2 heures avant la game, il commence à partir les serpentins d'eau chaude en dessous du terrain pour le dégeler, tu sais. Puis là, il y a comme la fumée qui lève du terrain. Le terrain fume au complet. Là. Puis là, tu cours sur le terrain, puis il y a comme des tourbillons qui se créent dans la fumée. C'était complètement épique, mais crème qui faisait froid. Moins 24, là, c'était un peu too much. Puis, tu sais, les O-line aussi, pendant les pauses publicitaires, parce qu'on se rend pas compte de ça, tu joues à l'université, ça roule tout le temps, mais dans la NFL, il y a tout le temps les pauses publicitaires. Puis, toute l'offensive se ramasse sur le bord des lignes de côté, puis l'entraîneur donne les jeux, les stratégies, tout ça. Mais les 5 O-line, c'est comme un non-dit, reste sur le terrain et garde le ballon, tu sais, garde la ligne de mêlée. Crime qui fait fret. Ah ouais, pendant ces 2 minutes-là, tout le monde a leur cap sur le bord du terrain, puis les blowers d'air chaud, puis toi, t'es au milieu du terrain, puis t'es comme... pourquoi je suis ici? Mon Dieu, qui fait froid. Mais, Ça, tu vois, c'est une autre raison pourquoi j'haïs les O-line. C'est-à-dire que pendant la pause, quand vous pouvez aller vous réchauffer, vous êtes là. Yo, moi, je protège le ballon. Mais t'as vu, il y a une vidéo qui trend sur Instagram, là, un D-line qui pousse la balle avec son pied sneaky, personne ne le voit, il recule la balle d'une demi-verge. Faut pas laisser ça arriver, man. Faut protéger notre ground. J'adore ça. Mais, ok, bon, là, c'est quoi? C'est 7e saison, là? Combien de temps? Ça fait 100 ans que tu joues, là, ça? Que tu aurais fait ma 7e cette année. Fait que j'ai joué 6 ans avec les Chiefs. Ok, 6 ans avec les Chiefs. Ok. Moi, je me rappelle, tu m'avais déjà dit, Kev, watch out pour Patrick Mahomes. Tu m'avais dit, Kev, Patrick. Puis moi, j'ai dit, tu sais quoi? Je sais pas, man. Je connais pas le partenaire. J'ai vu le partenaire jouer à l'université, mais dans ma tête, il n'y a pas de Sean Watson. Puis même dans ma tête, il n'était pas Mitch Trubisky, okay, pour te montrer à quel point j'étais sous. À quel point j'étais sous. J'étais biaisé par les Bears, là. J'étais biaisé. J'étais biaisé. Et puis, sa première année est arrivée, puis j'ai vu ce que vous avez vu en pratique. Explique-moi le phénomène, parce que nous, on le voit juste le dimanche, tu comprends? Mais en pratique, il doit faire des affaires terribles. Non, c'est clair. Je veux dire, chaque lancer de la main gauche que tu vois contre les Broncos, chaque passe par en arrière qu'il fait, chaque genre lancer en dessous de la ceinture, il le fait 100 fois pire en pratique. À un point tel que des fois, Coach Reid est comme, là, tu sais, ça va faire, là, tu peux pas... puis, next thing you know, genre, chaque fois qu'il fait quelque chose en pratique, puis ça a l'air d'être pour déconner, c'est pour se pratiquer, puis en année, il sort dans une game, puis tout le monde est... Tu sais, nous, on est comme, ah ben oui. T'sais, il l'a fait. 3e et 15, il l'a fait. Mais tu sais, pour les gens qui regardent ça de la télé, c'est comme, oh my God! Bon, mais le gars est juste incroyable, tu sais, puis il sort des lancers dans des positions, tu sais, Super Bowl, ça n'a pas été le résultat qu'on voulait, mais le lancer de Pat, que genre son genou est à 1 cm de la terre, mais que son coude est aussi à 1 cm de par terre, puis il est capable de lancer une balle qui aurait pu être un touché. C'est juste complètement hallucinant, tu sais, c'est... Tout le monde, mais pas tout le monde, mais tu sais, pas mal toutes les carrières dans la NFL sont capables d'être bons quand ils ont une bonne protection, une bonne pochette, puis sont capables de step up, puis ils ont du temps.
mais quand t'es capable d'être aussi bon que Patrick Mahomes à l'extérieur de la pochette, puis d'être aussi créatif, puis t'es capable d'analyser aussi, là, tu sais, les jeux où est-ce qu'il passe la balle à Travis Kelce qui vient comme un espèce de bloqueur dans un jeu de gap scheme, mais en plus, il y a une option de passe, puis en plus, il y a une option de pitch à Tyreek Hill. Je veux dire, c'est fou d'être capable de prendre la bonne décision. T'as 3 décisions. Normalement, on demande à un carrière 2 décisions. Là, il en prend 3 en genre une demi-seconde. Moi, je trouve ça hallucinant à chaque fois. Mais j'aime regarder vos games parce que, bon, quand tu joues, je te regarde toi parce que je t'aime. Mais il y a aussi le fait que votre playbook, c'est le playbook. Je m'attendais à moi aussi, je t'aime, but we good. Votre playbook, c'est le playbook le plus compliqué. Il est tellement complexe, votre playbook. Tu sais, il y a des misdirections à gauche, à droite. Tyreek Hill, il passe d'un côté du terrain. Je pense que le porteur d'eau dans les estrades, il fait partie du playbook. Non, mais t'as raison. Puis ce qui est le plus tough, là, c'est pas tant le playbook, c'est à la vitesse à laquelle il change de semaine en semaine, mais aussi à l'intérieur d'une game, puis à l'intérieur d'un play call, à l'intérieur d'un jeu. Pat est tellement rendu à l'aise avec le playbook que des fois, il change la protection, change complètement l'algorithme de protection, change les tracés. Oh, dernière seconde, OK, on va faire une course finalement. Et puis, toi, être capable de comme, OK, wow, regarde la défensive, pourquoi il a fait ça, puis comprendre, d'être in sync avec lui, ça prend quand même, faut que tu sois allumé. Là. Des fois, les gens ils pensent que les joueurs de football sont pas allumés, sauf les corps arrière, mais laisse-moi te dire que pour jouer dans l'offensive de Coach Reid puis Pat Mahomes, faut que tu sois allumé du début à la fin. Moi, la première fois, t'es rentré dans le vestiaire des Chiefs. Là. La première fois, t'es rentré, mais en tant que joueur officiel. La première fois, tu rentres, t'as ton locker, le nom en haut. Là. Moi, je suis arrivé à Kansas City. En fait, j'ai été repêché. Faut que je te parle de ça, en fait. C'est quoi? C'était mai 2014. Je travaille en obstétrique gynécologie à l'hôpital général de Montréal. Boum, tu te fais appeler. T'es repêché. Moi, je pensais que j'avais encore comme une semaine pour finir ma rotation en médecine. Coach, il dit, le lendemain matin, t'es dans l'avion, lundi matin, on pratique. Je suis what? Fait que là, évidemment, tu sais, un petit party de repêchage s'impose. Puis, veux pas, tu te sens bien, là. T'as été repêché, 15e Québécois à être repêché, ou Canadien à être repêché. Puis là, tu prends l'avion le lendemain matin, puis t'arrives à Kansas City. Puis je me rappelle encore, j'avais genre une toute petite valise, t'arrives à l'hôtel, tu sais pas trop ce qui se passe, puis le lendemain matin, t'arrives dans le vestiaire, puis t'es comme, OK, pourquoi je me suis excité? Comme, tout est à faire. Fait que t'apprennes 400 pages de playbook, faut que tu t'intègres dans une équipe, faut que tu demandes ton visa de travail, ton permis de conduire, faut que tu trouves un logement, mais en même temps avec un bail pas trop long parce que tu vas peut-être être coupé. Non, c'est le moment que t'arrives dans le vestiaire, c'est un moment de fierté, mais c'est là aussi que tu te rends compte que, OK, tout est à faire, faut que je me taille une place, puis t'arrives en mai, en juin, il y a 95 gars, tu sais qu'il en reste juste 53 à la fin. Puis de ces 53-là, il y en a déjà 25 qui ont des contrats garantis. Fait que tu te bats, en fait, pour 25 places. Mettons sur la O-line, on est 15, il en garde 8, mais là-dessus, il y en a déjà 5 qui ont des contrats garantis, que c'est sûr qu'ils restent. Fait que dans le fond, tu te bats, là, je suis un peu slow en maths ce matin, mais t'es comme... 3. T'es comme 10 pour... Non, ouais, mais 10 pour 3 places, tu sais, c'est ça. C'est pas la moitié, c'est 10 pour 3. Puis la pression, c'est fou, là. Tu sais, les gars, tout le monde se bat pour avoir une carrière, pour leur contrat, mais il y a aussi toute la notion de comme pour leur famille, là, c'est leur job, c'est leur legacy. Tu joues un an de plus dans la ligue, ça te donne tellement un avantage, puis ça te permet de provide pour tes enfants, pour leur éducation. Tu sais, en tout cas, il y a comme la compétition est à un autre niveau. Mais c'est pour ça que, tu sais, quand les gens ils disaient « Ah, Johnny Manziel va rentrer, puis il va amener son swag, puis tout », je suis comme « Yo, guys, c'est des grown-ass men dans le vestiaire, là, OK? Ces gens-là, ils ont des billes à payer. Ils ont pas... des affaires de swag, là, c'est cool quand t'es jeune, mais quand t'es plus vieux... Tu sais, quand t'es rentré, là, puis tu sais, je dis pas que toi, t'avais du swag, parce que, bon, t'es McGill. Non, j'ai pas de swag, tu le sais. Mais non, mais tu sais, tu rentres, puis tu vois, man, c'est un autre ballgame, le swag, et là, les gars arrivent avec leur gros char, c'est un autre monde, là. Toi, tu voyais ça, comment t'as-tu dit, yo, faut que j'achète un auto? Ah, man, l'histoire de mon auto, je pense que ça vaut la peine d'être racontée. Moi, j'étais arrivé, j'avais une Echo 2008 or, OK? Ça, c'était mon auto au Québec. Plus petit modèle de Toyota, probablement. Là, j'arrive à Kansas City, puis là, je me dis, hey, je vais shipper mon auto à Kansas City, parfait, pas de problème. Puis là, j'arrive, puis comme tu dis, genre gros SUV, char de luxe, etc. Puis là, je suis OK, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, puis j'ai jamais été un gars qui a beaucoup dépensé pour les autos, puis on dirait que ça m'intéresse pas tant. Fait que là, à un moment donné, je vois sur le bord de la rue un Jeep Scrambler. Ça, je sais pas si tu sais, c'est comme le modèle que Jeep a fait des années 80 pour compétitionner le F-150 Super American, tu sais. Puis là, le truc est usagé, ça coûte 35 ans.
je me dis, je vais l'acheter, tu sais, 10 000 $. Fait que là, j'achète ce Jeep-là, je me présente avec ça, là, tout le monde trouve ça vraiment nice. Oh mon Dieu, Laurent, part of the team, real American, là, tu sais, je joue la carte à fond, c'est cool, il n'y a pas de toit, des gros pneus. Mais là, tout le monde m'avait dit qu'il n'y avait pas d'hiver à Kansas City. Arrive novembre, commence à faire -5. On finit de jouer en Arizona, il est 2h du matin. On arrive à Montréal, pas à Montréal, à Kansas City. Moi, je rentre dans mon Jeep avec mes lunettes de ski, 2 manteaux pour m'entourner chez nous. Là, les gars commençaient à rire de ma gueule et à trouver ça moins drôle parce que j'avais pas d'autre auto. J'ai fini l'auto avec un char de location. Fait que voilà mon premier véhicule que j'ai acheté à Kansas City. Ça, c'est très bon. OK, là t'achètes un véhicule. Là, est-ce que tu te dis, yo, j'ai besoin de me faire des soutes, là? Parce que bon, là, t'arrives dans les matchs, puis ils te filment. Ils filment va t'arriver. Est-ce que tu t'es dit, soute et un petit café à la main, air day? Mais je suis pas, tu sais, moi, si je pouvais, j'aurais voyagé en sweatpants, pour être franc, mais c'est pas permis, mais au début, ça m'a pris du temps à embarquer là-dedans. Tu sais, maintenant, j'ai un tailleur, puis je me suis donné ce luxe-là de bien m'habiller. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'à mon poids et à ma grandeur, c'est juste impossible de s'habiller dans des magasins. Fait qu'on dirait que c'était pas dans ma culture de juste m'acheter du linge pour m'acheter du linge. Mais ouais, non, je pense que tranquillement, c'est quelque chose qui vient avec les années. Mais au début, focus sur apprendre le playbook. Tu sais, focus sur te tailler une place. Il y a tellement de gars que j'ai vu, tu sais, des gars qui ont été draftés en 4e ronde, qui ont été coupés après le camp d'entraînement, qui ont eu 150 000 de bonus de signature, qui ont acheté un char, puis qu'ils sont coupés de la NFL, puis ils ressortent de leur carrière d'NFL avec un char that's it, that's all. Tu sais, c'est quoi? On dirait qu'il y a aussi une éducation à l'argent, je pense, qu'il est important de faire. Puis, on vient de plein de backgrounds différents, mais tu donnes beaucoup d'argent à certains gars, puis ça va pas nécessairement toujours aux bonnes places, disons. Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez acheter ou supporter ou assurer la pérennité du pod. C'est la 100e fois je le dis. 100e fois je le dis. Yes! Je suis content, guys! On a fait 100 podcasts ensemble. Mais assurer la pérennité de 100 autres là, en achetant du gear sur le zonecarrière.ca, du gear sans restriction. Dites-le à vos amis d'acheter du gear. Mais si c'est juste une tuque, guys, pour nous, c'est beaucoup une tuque. Fait allez-y acheter du gear sans restriction, ça nous aide vraiment beaucoup. On retourne écouter ma main man Laurent Duvernay-Tardif, baby! Parlons background, là. Tu t'arrives, tu viens de Montréal. En fait, même pas de Montréal, là, de le Saint-Jean-Baptiste de Rouville-Campbell. Hein? Non, Saint-Hilaire. Okay. J'allais te dire, yo, je connais pas ma géo, Madame Jacinthe est où? Mais là, t'es à Saint-Hilaire, là, t'as travaillé avec le pain, t'as fait tes cours en voile, t'as fait, tu sais, tout ce que tout le monde sait de toi, là, tu sais, ces affaires-là. Puis là, t'arrives dans le locker room des Chiefs où on s'entend, là, c'est pas du Joe Dassin qui joue dans le locker room, là. Tu te sentais comment quand t'es arrivé là? Parce que moi, je m'imagine, je suis comme, yo, Laurent devait être choc. Non, oui, vraiment. Puis tu sais, j'étais arrivé là-bas, j'étais pas bon au foot quand j'étais arrivé dans la NFL. Tu sais, j'avais des belles capacités athlétiques, j'avais montré du beau potentiel, comme ils disent, mais j'étais pas bon. Tu sais, c'était impossible que je starte à ma première année. Et puis juste ça crée une certaine animosité. Tu sais, le fait que tu tailles une place sur le 53, mais que c'est sûr que tu vas jamais être habillé. Comme les autres gars qui prennent les mêmes risques que toi, en fait, beaucoup plus de risques que toi, puis qui sont payés la même chose que toi. Tu sais, déjà, ça crée une certaine forme de tension. En plus de ça, tu parles pas anglais, tu parles pas le slang. En plus de ça, tu connais personne, comme personne avec qui tu as joué contre au college, ou ton frère qui a joué NCAA contre l'autre gars de ci, de ça. Tu connais rien. Tu connais même pas toutes les équipes contre qui tu joues dans l'année. Puis en plus, tu étudies en médecine, comme, sincèrement, il y avait vraiment un clash. Tu sais, puis ma première année, ça a pas été une intégration nécessairement super facile. Cela dit, la minute que tu embarques sur un terrain, on dirait que tout ça s'évapore, puis la seule chose qui compte vraiment, c'est à quel point tu focuses, puis tu amènes à l'équipe, puis tu joues avec passion. Puis je pense que je suis un gars qui est reconnu pour jouer avec passion sur un terrain. Je suis pas le même Laurent entre les deux lignes d'un terrain que sur un banc d'école. Puis ça, je pense que ça a été remarqué. Fait que la minute que j'ai embarqué sur le terrain en deuxième année, c'était correct. Mais première année, mon Dieu, c'était pas toujours évident.
OK, là, il faut qu'on parle du championship. Là. Faut qu'on parle... Bon, là, tu joues pendant toute ta carrière, André Grasset, McGill, tu joues contre les... Avant de parler du championship, on va parler de l'année d'avant. Attends, parce que moi, j'écoutais la game. Est-ce que... Comment t'es ressorti? Parce que je t'ai pas texté le day off, parce que moi, j'étais fâché pour toi. La game que vous avez perdue sur la pénalité offside, là, pour aller voir le Super Bowl. Je sais pas si tu te rappelles. Là. Ah oui. Ah oui, Puis, oui, oui. Tu parles de 2018 contre les Pats, là. Yeah, puis que Pat a même pas été capable de toucher le ballon en overtime, là. Ah. Si tu savais, ça, c'était double frustration pour moi parce que je m'étais blessé à la semaine 5 de la saison. On m'avait dit, c'est une blessure qui va prendre entre 10 et 16 semaines. Mais tu sais, dans la NFL, 10 et 16 semaines, c'est la différence entre revenir pour les playoffs ou pas revenir partout. Puis j'avais tout fait, man. J'avais tout fait, physiothérapie, j'étais arrivé plus tôt, courir dans des bassins d'eau, courir sur des terrains avec des élastiques, des chambres hyper bas. Genre, j'ai tout fait pour revenir. Puis je pense que j'étais correct pour revenir, mais tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas joué au foot, puis la ligne offensive faisait quand même bien. Puis coach, il dit comme, Laurent, je t'ai vu courir, tout ça, on va attendre une semaine de plus. Ça, c'est la semaine qu'on se prépare pour les Patriots. T'sais. Puis juste ça m'avait vraiment frustré. Puis après ça, je me rappelle, t'es dans le top du stade en haut à regarder la partie, puis on revient dans le game, puis ça arrive. Un coin toss. Un coin toss C'est fou! C'est fou! C'est fou! Un coin toss, puis on touche pas à la balle, puis voilà, c'est terminé. Ça a tellement... Je me rappelle ma face, j'avais aucune émotion, en fait, dans la face. J'étais juste complètement foudroyé. Tu penses aller au Super Bowl, pour moi, c'était une opportunité de peut-être avoir 2 semaines de plus, puis peut-être pouvoir revenir au jeu. Puis en plus de ça, de la manière qu'on a perdu, non, je m'en suis rappelé, mettons. Mais mettons, est-ce que quand t'as gagné l'année d'après, est-ce que ce feeling-là t'a fait qu'est toi? C'est pas un coin toss qui va nous faire. Surtout que, on s'entend là, à la demi, dans les estrades, on dansait pas beaucoup, là. On a dansé pour Shakira puis J-Lo, mais on était quand même choc de ce qui se passait, tu sais. Ah, écoute, je pensais que tu parlais de la game contre les Titans, parce que celle-là non plus, on dansait pas à la demi. mais je pense que ça a été une thématique de toutes nos séries éliminatoires l'année passée. Puis on a appris à travers ça. En fait, je pense que si on n'avait pas perdu en début de partie, comme on l'a fait contre les Texans puis contre les Titans, on n'aurait sûrement pas eu la force mentale de revenir dans le match contre les 49ers au Super Bowl. Ah ouais, hein? Mais c'est quoi? OK, parce que comme je te dis, nous, on est des gérants d'estrade. Tout le monde a une opinion sur tout. Non, toi, t'es un gérant d'estrade. Toi, t'es un gérant d'estrade. Non, mais j'ai mon opinion sur tout. Puis c'est correct parce que c'est ça aussi la beauté du sport. C'est ça, c'est d'être tellement investi que tu veux trouver des solutions pour coach Andy Reid qui est là depuis 100 ans, tu sais. Mais mon point, c'est que c'était quoi qui a fait tout faire virer le vent, là? C'est-tu Patrick Mahomes, puis comment il a décidé de jouer? C'est-tu Andy Reid qui a fait un speech exceptionnel? C'est-tu les 49ers qui ont changé leur façon de jouer random durant la game? C'est comme, il y a tellement d'affaires qui se sont passées puis qui ont fait 1 + 1 égale Super Bowl, là? Non, vraiment. Puis écoute, j'ai regardé le Super Bowl récemment seulement. J'avais pas regardé la game pendant pratiquement 1 an. Puis, encore une fois, on parle de la culture de gagner. Là. Nous autres, ça faisait 3 games qu'on perdait de l'arrière par plusieurs touchés, qu'on revient dans le match, qu'on gagne. Pour l'équipe en face, on parlait de non-verbal. Quand tu convertis ton 3e et 15, tu vas marquer un touché. C'était quasiment rendu comme si on n'avait pas beaucoup de temps au cadran, mais vu qu'on allait convertir en 4e essai, ben boum, tout d'un coup, tu as 33% plus d'essais pour faire ton diverge. Puis on allait no huddle, puis tout d'un coup, la ligne défensive, surtout, qui était une des meilleures du circuit, était fatiguée. Puis c'est comme si tout ça a comme changé le momentum. Puis sincèrement, Kev, il n'y a rien de mieux dans la vie que de perdre par un touchdown puis savoir que tu vas gagner la game. Ce feeling-là est incroyable. OK, toi, tu perdais par 1 puis c'était fini, tu savais qu'on gagnait, là. Ah, mais j'étais pas le seul. À partir du moment où on a scoré notre premier touché, puis après ça, notre deuxième, parce que le 3e, c'était comme la cerise sur le Sunday, mais ce changement de momentum-là, là, c'est puissant. C'est comme si le score a pu rien avoir. Puis j'ai déjà été de l'autre côté de ça aussi. Je me rappelle des matchs au début de ma carrière où est-ce que, on menait par 17, tout d'un coup, on mène par 7 parce qu'on fait un field goal puis un touché, puis on va peut-être la perdre, celle-là. Puis crime, c'est pas un bon feeling de gagner par 7 puis de penser que tu perds une game.
Puis je pense que ça aussi, c'est la faiblesse de la force mentale de la jeunesse, là. Puis maintenant, je suis capable de regarder une game un petit peu plus stratégiquement parlant, puis en termes de possession, puis le score devient un petit peu pas important, parce que c'est ça qui détermine la game au bout du compte, mais où est-ce que tu es sur le terrain, à quoi ressemblent les deux côtés des forces en action, combien il reste de temps, c'est quoi le playbook, est-ce qu'on est fort? Nous, on savait qu'on était la meilleure équipe de la ligue en situation de 2 minutes, en situation de no huddle. Quand tu sais ça, que tu es la meilleure équipe, que semaine après semaine après semaine, tu étais capable d'aller marquer quand il reste 1:35 avant la mi-temps ou 2:45 avant la fin de la game, ça te donne la confiance. Puis quand tu prends tout ça en compte, on dirait que le score devient un petit peu comme pas important d'une certaine façon. Mais tu sais quoi, j'aime ce que tu dis, puis je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de mes joueurs de foot qui écoutent, peut-être de mes collègues coachs qui écoutent, mais beaucoup de jeunes joueurs de football à travers le Québec qui doivent écouter ça. Puis ce que je répète tout le temps aux boys, puis j'ai coaché des dames aussi, mais ce que je répète tout le temps, c'est le positionnement sur le terrain, c'est la clé, guys. Ça part de là, parce que ton playbook va être différent dépendamment de où tu es sur le terrain, dépendamment de qui est sur le terrain, dépendamment de... le score, c'est une chose, mais le positionnement sur le terrain, c'est la clé. Puis c'est pour ça que 3e essai et 4e essai et 4, t'es fâché qu'on punt, mais arrête d'être fâché, parce que là, eux autres, ils partent du fond de leur zone. Tu sais, c'est des petits trucs comme ça, là. Je suis content que t'en parles. Non, puis moi j'adore les statistiques dans le football. Puis plus tu avances dans le football, plus les statistiques sont importantes. Puis tu regardes, mettons, un botté d'envoi, mais comme tu pars à la ligne de 25 versus à la ligne de 30 versus à la ligne de 35, tes chances de marquer un touché sont linéaires par rapport à où est-ce que tu es sur le terrain. Ça veut dire que chaque verge de plus que tu es capable d'aller chercher sur un retour de botté a la même compte pour la même chose dans tes chances de t'amener à marquer un touché. Fait que la personne qui prend un holding sur un kick-off return, la personne qui fait un fumble, ça évidemment un fumble on sait que c'est mauvais, mais le punter qui va chercher un 5 verges de plus, qui est capable de garder la balle dans le terrain au lieu qu'elle sorte dans la zone début puis qu'on reprenne la ligne de 20, c'est immense. Puis ça vient avec les années. Au bout du compte, j'avais aucune idée au début de ma carrière qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Mais partir à la ligne de 3 versus partir à la ligne de 20, c'est comme 15% de moins de chances de marquer un touché, peu importe quelle équipe que tu es. Puis ça, quand tu commences à calculer tout ça, c'est comme si chaque jeu, chaque moment de la game est important. Ça revient au fait que c'est pas tout le monde qui va avoir la chance de jouer en tant que joueur de ligne défensive partant, en tant que wide receiver partant. Mais si tu as un rôle, ces unités spéciales, tu as un rôle, ces unités spéciales. Puis ces unités spéciales-là peuvent déterminer la game. Pas à cause tout le temps du jeu spectaculaire qui va aller marquer un touché, mais à cause du 5 verges de plus que tu vas aller chercher que l'autre. Tu sais, si ton offensive convertit deux premiers essais, l'autre 2 premiers essais. Toi, 2 premiers essais, l'autre 2 premiers essais. Puis tout le temps un punt. Mais si tu vas chercher 10 verges de plus, ton gross de punt à chaque fois, éventuellement, ton back and forward va shifter vers la zone de l'adversaire, puis tu vas marquer un field goal. Il y a des games, des fois, où est-ce que ça va pas comme tu veux offensivement, puis c'est ça qui détermine l'issue d'un match. En tout cas, tu disais tantôt, tous les jeunes, les coachs qui vont nous écouter, mais mon message, c'est que chaque jeu est important, puis special teams, c'est tellement crucial. On parle tout le temps de l'offensive, mais special teams. Yo, je vais clipper ça puis l'envoyer au maraudeur. Je vais l'envoyer à Alex, le head coach. Je vais dire, il faut passer ça aux kids. C'est tellement ce que nous, on s'acharne à répéter à chaque fois, puis là, venant de ta bouche, c'est quelque chose de différent parce que, bon, t'es leur idole, mais bon, là, on a parlé de la game en tant que telle, sans rentrer dans le détail, parce que, bon, on va... Puis encore une fois, puis je vais le faire publiquement, merci d'avoir accepté que je fasse partie de ton groupe qui était au Super Bowl. C'est pour moi une expérience que je vais toujours me rappeler, puis c'est quelque chose que je chéris d'avoir vécu ça, d'être assis à côté de Florence pour vivre ce moment-là, à côté de tout le monde, Marlo, puis Sophie, puis tout le squad était présent, puis encore une fois, de voir Sacha dans les estrades, mis sur les épaules des boys, puis il était content, Sacha, j'ai vu les vidéos après, mon Dieu qu'il était content. C'est un de mes plus beaux moments sportifs à moi, de voir la joie que Sacha avait, parce que c'était pure, fait que je voulais te remercier. Maintenant, le party. Sans rentrer dans le détail du party. Mais comme t'arrives au party, tu sais, explique-moi, tu finis de gagner le Super Bowl, comment ça fonctionne? Parce que party était lit. Écoute, je me rappelle pas grand-chose du party, t'étais là, peut-être tu peux le raconter mieux que moi. Ouais, je raconte rien du party, c'est entre toi, moi et les gens qui étaient. Shout out Fulvio. Ouais, non, pour vrai. Mais ça, tu vois, c'est quand même intéressant de le mentionner, par contre, parce que
sais, les gens, ils pensent que tu gagnes le Super Bowl, puis là, ça va être comme le live à Miami, les gros parties, Flo Mayweather qui lance de l'argent partout, puis oui, il y a ça, mais mettons, moi, mon highlight de mes célébrations de Super Bowl, c'est comme tu dis, tu sais, c'est les 30 personnes qui sont venues au Super Bowl de ma famille, qu'on a loué le resto, puis qu'on fait le party tout le monde ensemble avec ma grand-mère qui est encore debout à 2h30 du matin. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est la famille, c'est les gens qui sont là depuis avant tout ça. C'est pas ça que tu rencontres along the way. Tu rencontres des personnes incroyables along the way, comme toi d'ailleurs, mais il reste que le core, tu sais, les gens qui sont un peu ton baromètre, qui te disent si t'es allé trop loin, qui te gardent groundé, c'est tes amis, c'est ta famille. Puis moi, c'était important de passer ce moment-là avec eux. Puis après ça, les parties, ben, il y en a eu d'autres. On s'est pas vraiment couché. Le lendemain matin, tu prends l'avion à midi, tout le monde est un peu magané. Puis au lieu des bouteilles de Gatorade, c'est des bouteilles de champagne dans l'avion. Puis tu arrives à Kansas City, puis c'est la parade, puis c'est 1 million de personnes, puis c'est Montréal après. Honnêtement, je pense que t'étudies un peu c'est quoi les symptômes de la manie là, quand t'es allé en médecine, mais je pense que ces 2 semaines-là, c'était pas loin de ça. Là. C'était genre tout d'un coup, t'as pas besoin de dormir, puis c'est juste enivrant de vivre ça avec tes fans, avec ta famille, avec tout le monde. C'était comment bon, tu sais, j'étais là avec toi pour animer l'événement, là, mais c'était comment par Jean Drapeau? Parce que personnellement, moi, quand tu m'as appelé, tu m'as dit « Kev, est-ce que t'es down? » 100% oui, c'est pour toi. Ça, c'est lourd. 100% oui. Puis j'ai fait « Damn, man, comment on va faire pour attirer autant de monde? » Puis yo, il y avait... Je savais pas non plus. Moi, au début, je voulais faire ça vraiment comme un petit truc relax. Puis tu sais, il y avait plein de monde qui demandait est-ce que Laurent va faire une apparition quelconque. Puis ça, c'était avant qu'on s'est invité pour aller au Centre Bell, pour faire le puck drop, puis tout ça. Puis ça, j'étais comme hey, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose. T'sais. Puis la Ville de Montréal a embarqué dans ce projet-là. Puis il y avait déjà, je pense, un stage de montée, puis on dit, on va faire ça là. Puis moi, j'étais comme, hey, en plein hiver, dehors, sur l'île Sainte-Hélène. Impossible. Puis honnêtement, ça allait tellement vite. Tu sais, Sacha dormait pas vraiment pendant ces 3 jours-là de comme gestion de 1 million d'affaires. Puis moi, en plus, à travers de ça, il fallait que je vide mon appartement à Kansas City parce que j'avais pas renouvelé mon bail par accident. Bref, longue histoire. Mais je suis en train de faire des boîtes, genre, entre la parade puis le moment que je reviens à Montréal. Puis Sacha dit on fait de quoi à l'île Sainte-Hélène? Puis là, il t'embarque dans le projet. Moi, je n'étais même pas tant au courant non plus. Puis de voir ça, je sais pas combien il y a de monde, une couple de milliers de personnes. Puis, il y avait énormément de monde. Je sais que toi, t'es humble, là. T'es humble, puis tu le diras pas. Moi, quand je suis monté sur stage, puis j'ai vu le monde qu'il y avait, j'ai dit oh! Mais c'est fou! C'est fou quand tu y penses de prendre ton samedi pour aller cheer un joueur de ligne offensive qui vient de gagner son plus gros accomplissement de sa carrière d'un point de vue sportif, mais juste le fait que tu prennes ce temps-là, sans avoir la garantie que tu vas le rencontrer après, sans rien, là, juste parce que tu sens que tu fais partie de ça, puis tout le monde qui est venu, puis tout le monde au Québec, honnêtement, font partie de ça. Moi, j'en fais une fierté d'exporter genre le brand québécois aux États-Unis, dans le Midwest, puis j'ai tellement des racines profondes ici, mais de voir ces gens-là show up, sincèrement, ça je me rappelle avoir eu la larme à l'œil quand il y a eu les jeunes aussi, les écoles qui sont venus montrer. Écoute, j'ai des frissons, je t'en parle en ce moment. Puis... Ben moi aussi, j'en ai ça, j'allais dire, j'ai des frissons up and down parce que non seulement ça, mais puis c'est ça que je pense, sûrement à Florence que j'ai dit ça, j'ai dit, yo, le patinet, il a pas besoin d'aller voir les gens puis de rester aussi longtemps. T'es resté tellement longtemps avec les gens. Puis c'est pas un knock, au contraire, j'étais impressionné. J'ai dit, il y a aucun joueur, puis je te le dis en connaissance de cause, là. Il y a aucun joueur de la Ligue nationale qui aurait fait ça. Il y a aucun... Le seul, selon moi, proche, pas proche, mais quelqu'un qui l'aurait fait, c'est Félix Auger-Aliassime. Mais à part lui, là, il y a personne qui aurait pris le temps que t'as pris avec les gens, les polices montées avec les chevaux. J'étais comme, yo, c'est quoi qui se passe? Pour vrai, il y avait un raz-de-marée autour de toi, là. C'était insane. Puis t'as parlé à tout le monde, t'as dit allô à tout le monde, t'es arrêté pour acheter des queues de castor. Le gars, il avait faim, là. Faut que tu lui donnes une chance. Yo, le gars! Yo, ok, ça, je peux le compter. So, il y a un raz-de-marée de personnes qui suit Laurent, la police montée, toute. Laurent, ça fait quoi? Ça faisait 1h30, tu signais des autographes ou tu disais allô aux gens? Au moins 1h30, 2 heures. Là, on essaie de faire en sorte que le patinet retourne en dedans, tu sais, 1, se réchauffer, 2, nous aussi. Et là, on marche, tout va bien. Il voit un petit casse-croûte de queue de castor. Il dit, yo, qui veut des queues de castor? Qui veut des queues?
Ah non, mais c'était la meilleure queue de castor de ma vie. Je pense que j'ai un fait pour les queues de castor à la base, mais là on était... C'est la meilleure. C'est la meilleure. Oh my God. Mais en tout cas, j'avais vraiment aimé mon expérience au Super Bowl, mais de vivre ça avec nos Québécois, notre crew, c'était nice. Je veux que tu prennes le temps de me parler de la fondation LDT parce que... Hey, avant ça, je peux-tu te parler? Oui. Parce que j'ai parlé du puck drop tantôt, puis il faut que je te raconte de quoi, parce que je pense que tu vas aimer ça comme anecdote. Shoot! Ok, faut juste pas que ça se ramasse dans le Journal de Montréal. Fait que trouve un moyen que ça se ramasse pas là, ok? On est dans la marde. Ok, c'est bon, on parle de la fondation de mort. Non, faut que tu comptes le puck drop. Mais, ok, je vais le compter parce que je le compte à toi, ok? Pas à tout le monde qui écoute, mais à toi, ok? Ok. On s'est invité pour le puck drop, puis moi, je fais comme, ben, c'est sûr que je vais y aller, tu sais, c'est comme on avait déjà un autre événement de prévu. Fait que là, on dit, ok, on va pas rester pour la game, on va aller faire le puck drop. Sacha m'amène, je suis pas habillé de la bonne façon, je me mets en genre de complet, mais comme tout nu dans le parking. Là, je m'habille, je rentre en courant dans l'aréna. Puis là, dis allô au gars, tout ça, c'est tout le temps un moment privilégié, tu sais, d'être dans le corridor avant que les boys sortent, puis tu sais, c'est comme, tu peux un peu te transposer comment toi tu te sens avant une game, puis bref, en tout cas, c'est vraiment intéressant. T'arrives sur le terrain, puck drop, mais sur la glace, moi, je drop le puck, là, ils disent, après ça, marche vers le tapis rouge, évidemment, tu sais, je vais cheer up et dire allô à tous les gars parce que je suis complètement en extase. Après ça, il fallait qu'on s'en aille vite parce qu'on avait un autre rendez-vous. Je me change rapido dans le garage du Centre Bell. Je me rhabille, on part. Puis là, Sacha, il fait « Et où la POC? » Je sais pas où la POC. Honnêtement, je suis désolé, Sacha. Il fait « Tu me niaises, on peut pas avoir perdu la POC. Et ton nom dessus, si quelqu'un la trouve, c'est sûr que ça va mal aller. » Là, honnêtement, je sais pas où. Puis là, on est sur René Lévesque. Sacha met les freins, on est en plein hiver. Puis sur le wiper, on entend « POC! » La POC était sur le toit du char depuis 3 rues. Puis elle descend, puis elle tombe. Puis je vois juste Laurent Duvernay Tardif, puck drop Canadien de Montréal, dans le rétroviseur ou dans le windshield. Je capotais. Ça, je pars à rire. Moi, je sors dehors, en plein milieu de René Lévesque. Je prends la puck, je rentre dans l'auto. Je dis, je te l'avais dit, je l'avais pas perdu. Mais bref, ça, c'est... Yo, tu devais capoter l'eau! Ah non, je te jure, quand je te dis que c'était 2 semaines d'extase totale, ça, c'était ça, soir après soir après soir, que de plaisir, honnêtement. Ah, j'adore ça. Je connaissais même pas cette anecdote-là. Je suis tellement content que tu me la racontes juste à moi. Maintenant, juste parce que je trouve que ce que vous faites avec la fondation, puis quand je dis ce que vous, c'est ton équipe au complet, parce que, c'est un truc extrêmement familial, ce que tu sais, puis ça m'impressionne à chaque fois. Parle-moi de la fondation LDT, puis parle-moi de où tu veux l'amener dans les prochaines années. Puis moi, je te dis déjà d'avant, j'ai déjà un projet que je vais te pitcher quand ça va être fini pour la fondation LDT, puis faire bouger les jeunes filles qui veulent jouer au hockey en bas de 14 ans. Mais j'attends de le monter, je vais te l'envoyer 100%. bientôt. Mais 100%. Mais la fondation LDT, ça fait 3 ans qu'elle existe. Son but, la mission, c'est de promouvoir l'équilibre entre le sport, les arts, les études. Puis tu parles d'activité physique, puis on sait à quel point l'activité physique, c'est important. Il y a plein de fondations qui œuvrent pour promouvoir l'activité physique chez les jeunes. Puis nous, c'est important, je pense, de mettre ça sur un pied d'égalité avec l'initiation aux arts. Parce qu'on sait aussi à quel point les arts sont bons pour le développement des jeunes. Puis si tu regardes dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce qui va nous différencier des machines, c'est notre capacité à réfléchir, à créer. Puis nous, c'est ça qu'on veut inculquer aux jeunes, c'est les sortir de juste le contexte des mathématiques, du français, de l'anglais, puis ayez pas peur de créer, puis de vous épanouir, puis de vous trouver des passions. Enfin, on fait différentes activités dans le cursus scolaire des jeunes. On prend des jeunes, on les amène aussi dans des maisons de la culture, dans des gymnases, puis on a développé des programmes récurrents d'activité physique puis artistique. Puis là, évidemment, mais avec la COVID, on s'est fait un peu couper l'herbe sous le pied, comme beaucoup d'autres fondations. On peut plus rentrer dans les écoles. Donc, on s'est dit, OK, il faut se revirer de bord, puis il faut se revirer de bord vite. Puis là, au début, on s'est dit, est-ce qu'on fait un virage virtuel, réseaux sociaux? Est-ce qu'on délivre des capsules dans les écoles? Puis on s'est dit, est-ce que c'est vraiment ça que les jeunes veulent? T'sais? Puis est-ce qu'on a l'expertise pour faire ça? Puis Sacha, encore une fois, a une idée lors d'un conseil d'administration. Il a dit, hey, pourquoi on fait pas une émission de télé? Puis on est tous partis à rire. Il a dit, non, pour vrai, ça nous coûterait pas beaucoup d'argent, ça serait bon, puis on serait encadré par du monde. Puis Télé-Québec a embarqué dans le projet. Puis c'est ça qui roule en ce moment, puis qui va rouler pendant toute la semaine de relâche. L'émission Sans relâche, qui est vraiment calquée sur les valeurs de la fondation LDT, soit la promotion des arts,
du sport, rencontrer différents athlètes, artistes, puis bref, aussi donner des idées aux jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir puis créer pendant cette semaine de relâche-là qui est honnêtement assez particulière, d'autant plus qu'il pleut aujourd'hui. Fait qu'il faut encore plus être créatif. Yak dehors en ce moment. Là, j'ai conduit puis j'ai fait yak. Mais qu'est-ce qui est pas yak, c'est l'initiative que vous avez. Puis non seulement ça, l'amour que vous mettez là-dedans. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des fondations, puis il y a juste le nom qui est collé sur la fondation. Toi, tu es présent sur le terrain, tu cherches des idées. Toute ton équipe, là, Flo, Marlo, Sophie, tout le monde qui est là avec vous, Sacha, tout le crew est là avec vous autres, puis sont en train de développer des trucs différents à chaque fois, sans relâche en ce moment. Bon, vu que je fais Tu participes, ben oui, c'est vrai. Tu fais la plateforme squat à chaque soir, c'est vrai. Ouais, je fais le squat à chaque soir, fait que ça me permet de, apprivoiser Télé-Québec à travers de tes yeux puis de Sans Relâche, parce que moi, je suis un nouveau à Télé-Québec, à part le mammouth, tu sais. Donc, bravo pour ça. Puis là, il reste pas beaucoup de temps, là, parce que j'avais dit 45 minutes, on est rendu à 39. Je veux juste faire un rapid fire. Rapid fire. Fait que je te pose des questions rapid fire. OK, c'est qui le joueur le plus tough à jouer contre dans la NFL? Aaron Donald. Sans équivoque, Aaron Donald. Ah, 100%, hein? Ah, sans commentaire, Aaron Donald. Ah non, mais le gars, il est explosif, il est fort, il est bon. Tu sais, il y a comme... Moi, je trouve qu'à l'intérieur de la ligne défensive, il y a deux types de gars. Tu sais, t'as les gars qui sont extrêmement forts, plus run blocker, tu sais, qui vont jouer les deux gaps. Puis t'as les gars qui sont juste explosifs, qui peuvent faire n'importe quoi, puis ils vont être capables de rattraper. Tu sais, s'ils décident de pénétrer sur un jeu, ils vont être capables d'aller chercher le running back de l'autre côté si jamais il manque. Au niveau du pass pro, ils sont capables de faire et des moves de rapidité et des moves en puissance. Bref, des gars comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Puis absolument, j'allais dire J.J. Watt aussi, mais Aaron Donald, je pense que c'est un des meilleurs, sinon le meilleur. Quand on a joué au Scrabble un contre l'autre, tu m'as sauté tellement que je suis encore en état de choc post-traumatique de la game qu'on a joué contre au Scrabble. Mais là, en ce moment, je joue contre Seb tout le temps puis je donne des volets. Là. Mais si tu pouvais jouer au Scrabble contre une personne, ça serait qui? Ah, faudrait que ça soit en français d'abord et avant tout, parce qu'en anglais, je suis terrible. Une personne. Une personne. Ok, je reviens plus tard, je vais y penser parce que c'est important, parce que j'adore le Scrabble, faut que je prenne la bonne personne. Ok, quel acteur va jouer ton rôle dans le film de ta vie? T'as le droit de dire un black comme Morgan Freeman, là. Moi, j'aimerais voir Morgan Freeman. Ok, je vais dire Morgan Freeman. Non, mais embarquer trop dans tes conneries, ça voudrait dire que je veux qu'il y ait un film fait sur moi, ce qui n'est pas le cas, fait que je veux juste y aller avec ce que tu dis. Ok, on a fait le film. Toi... Oh, attends, faut juste qu'on raconte l'affaire parce que ça rentre dans ma question. J'allais dire, c'est quoi tu manges avant une game? Mais je veux juste dire à tout le monde que si un jour vous avez un souper avec Laurent puis que Laurent dit surf and turf, turf, c'est pas parce qu'il est végétarien. Moi, j'étais sûr que t'étais végé. J'ai encore les boulettes chez nous. Ah oui, c'est ça, je me rappelle. C'est encore chez nous les surf and turf. Ok, mais c'est quoi ton pre-game meal? Ah, pre-game meal. Écoute, qu'on joue le soir à 7h30, à midi à Kansas City, à 4h à LA, toujours, man. Spaghetti, avec un petit peu de sauce, quelques boulettes, beaucoup d'asperges, brocolis, carottes, puis je bois, man. Je bois de l'eau, je bois du lait, du jus, peu importe. Puis que ça soit à 9h le matin, à 3h l'après-midi, je mange la même chose tout le temps. J'ai comme mon meal. Moi, pour moi, mon repas d'avant-match, ça commence comme 24 heures avant le match. Genre, le souper, c'est la même chose la veille. Le déjeuner, c'est la même chose. La collation, c'est la même chose. Puis la mi-temps, c'est la même chose. Puis c'est ça ma clé du succès. C'est quoi tu manges à mi-temps? Une orange? Orange, banane avec... je me fais comme un petit cup dans lequel je mets du gruau. Puis il est comme froid puis un peu mouchi. Mais je mets un peu de Gatorade dedans, je le brasse puis je mange ça. Il y a juste des O-line qui mangent à mi-temps. C'est la mi-temps de la game que tu joues, bro. Puis tu m'expliques que tu te fais un gruau au Gatorade. Je me fais pas un gruau au Gatorade. Je mange 3-4 cuillères de gruau avec un peu de Gatorade. Ok, c'est bon. Ta série que tu pourrais regarder sur repeat ou le film que tu pourrais regarder sur repeat pour le restant de ta vie. Écoute, Martian, j'ai adoré. Je pense que je l'ai écouté comme 3 fois. Oh mon Dieu. Ouais, non, quand il fait pousser les patates, là, puis que ça... j'aime
J'aime les films qui sont scientifiques, humoristiques, genre fiction, comme ça, c'est parfait. Puis série Queen's Gambit, je l'ai écouté une fois, je l'ai écouté 2 fois, puis je pense que je vais le réécouter 3 fois. Je suis comme en amour avec le personnage, puis les échecs, ben là, tout le monde joue aux échecs, fait que là, c'est plus vraiment trendy de dire que j'aime les échecs, mais moi, ça fait comme 2-3 ans que je joue aux échecs dans le vestiaire, j'ai initié plein de gars, je joue contre Fisher aux échecs. Tout le monde joue au Nintendo Switch dans l'avion, moi, je joue aux échecs, c'est comme ça que je gagne mon argent dans l'avion. C'est aux échecs! C'est vrai. Ça, pour ceux qui... là, il reste 1 minute, mais là, pour ceux qui rient, là, allez écouter le podcast avec Éric Fichaud. Il explique ce qui se passe... Éric, ancien gardien de la Ligue nationale de hockey, explique ce qui se passe dans les avions, entre les voyages. J'adore que t'as dit ça! Puis, finalement, OK, tout marche. Dernière question, contre qui tu joues au Scrabble? Oh, shit, c'est vrai. Je pense que j'irais contre un premier ministre, genre... mettons... Pierre Elliott Trudeau, Lucien Bouchard, genre, comme quelqu'un... Je pense que j'aurais été pour ça. OK, tu jouerais contre un premier ministre, tu jouerais pas contre genre... Moi, OK, regarde, moi, personnellement, je jouerais contre... Je veux jouer contre des intellectuels, tu sais, je veux jouer contre... Puis no offense, c'était un intellectuel hors pair, mais... C'est ça que je l'ai dit! Fuck, ça, c'est bon. OK, le pod est fini. Bon, ben, alright, drop the mic, see ya. Oh, hey, merci beaucoup pour le temps que t'as donné. Puis au 200e, on fera un part 2. Là. À chaque fois qu'on est dans une tranche de 100, là, on appelle Laurent. Alright, sounds good. C'est noté. C'est noté en 2022, je suis là. Yo, le podcast est bon. Podcast était bon, guys! Une bonne soupe Jumu du 1er janvier, mais là c'était la soupe Laurent Duvernay tardif du 100e épisode, puis on s'est parlé après, puis oui, on va le faire, man. Au 200e, on ramène Laurent, puis au 300e, puis on va faire juste le temps qu'on fasse 1000, 2000, 6000. Parce que ce podcast-là, il est là pour rester, puis je suis fier de nous. Puis je pense que vous pouvez sentir à quel point je suis content, là. God damn, on s'est rendu à 100. Puis c'est pas fini. On s'est rendu, mais on continue. Je sais que le mois de l'histoire des Noirs est fini, là, mais ça veut pas dire qu'on va arrêter d'avoir des blacks. Je sais que dernièrement, on n'a pas eu beaucoup d'athlètes féminines, mais c'est bon, et on va en avoir plus. Dès lundi, on va avoir un podcast, pas juste parce que c'est la journée de la femme, mais parce qu'on veut supporter le sport féminin. On garde de focus et nos valeurs aux bonnes places. On veut supporter le sport féminin, on veut supporter la communauté LGBTQ+, on veut supporter la communauté black, on veut être présent pour la communauté autochtone, on veut en faire des choses, pas parce qu'on est woke, mais parce qu'on peut. On a une plateforme, puis on va la donner à tout le monde. Cette plateforme-là a fait 100 podcasts, puis on se souhaite un autre 100 podcasts. Je remercie du plus profondément de mon cœur Bruno Mercure qui écoute ça en ce moment parce qu'il fait la post-prod. Oui, il était pas là pour le pod, là. J'espère que le son est bon, je m'excuse, là. C'était panique pendant que je faisais le pod avec Laurent. Panique. J'essayais de suivre, m'assurer qu'il y avait du son, puis m'assurer que tout fonctionnait. Mais Bruno, merci Bruno. T'es mon coup de cœur professionnel numéro 1, mais mon coup de cœur dans la vie numéro 1 aussi, je t'aime. Mathieu Brutus qui a fait la musique du podcast en moins de 24 heures, il est rentré en studio avec le band, fait la musique, puis il a été... C'est clutch, là, les gens me chantent la toune, dansent la toune, c'est un good vibe, puis je veux remercier les gens du pod du peuple, vous êtes exceptionnels. On continue à push, puis on continue à montrer que sans restriction, ça peut être quelque chose de viable pour toujours. Forever. Let's go! 100 podcasts, sans restriction.